Nous allons parler avec notre invité. Le haut-commissaire de la République est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous l'avons entendu dans ce reportage. Pour l'instant, c'est le dispositif de secours qui prend le relais. Mais dans le cas où il venait à tomber en panne, quelle serait la solution envisagée ? D'abord, il y a eu un incendie, comme cela a été dit, qui a été maîtrisé rapidement grâce aux équipes de secours, d'ailleurs de la TEP et des sapeurs-pompiers qui sont intervenus. Il s'agissait de tout faire pour établir la distribution d'électricité. Ce qui est le cas, 4 heures après, ça a été le cas. Après s'être assuré d'abord que tous les points sensibles, stratégiques de l'île pouvaient fonctionner sur la base des groupes électrogènes, comme l'hôpital, enfin les cliniques, l'aéroport, le port. Donc ça, nous sommes revenus à cette situation normale. Mais bien sûr, il faut être vigilant parce que, comme cela a été dit, nous n'avons qu'un dispositif. Il y a 2 postes de distribution d'électricité à la TEP. Il y en a un qui est hors service et il y en a un qui est utilisé aujourd'hui. Donc il faut tout faire pour s'assurer que ce poste va pouvoir durer, va pouvoir fonctionner dans les jours, dans les semaines qui viennent, dans les meilleures conditions possibles. C'est ça le travail qui est fait dans l'attente que les réparations soient faites sur l'autre poste de distribution. Est-ce que l'on sait combien de temps cela prendra ? Pour l'instant, non, on n'a pas suffisamment de recul par rapport à ce qui s'est passé hier. Mais vraiment, tout est... D'ailleurs, les réunions se sont tenues hier au soir et ce matin au commissariat pour s'assurer que l'ensemble des acteurs qui étaient autour de la table soient bien mobilisés pour apporter cette sécurité aux habitants de Tahiti. Parce que sans électricité, cela a été dit aussi, c'est bien sûr difficile de pouvoir fonctionner au quotidien. Donc c'est stratégique et tout est fait. On est tous mobilisés pour cela. Alors justement, pourquoi avoir décidé de centraliser la communication ? Est-ce que ce ne serait pas plutôt au pays de communiquer pour la TEP ou à EDT-NJ ? Mais je crois qu'on a écouté la ministre du gouvernement du pays. C'est-à-dire que toute la communication à la suite de cet accident est venue du Haut-Commissariat. Mais parce qu'il y a des questions de sécurité qui se posent, qui relèvent du Haut-Commissariat, notamment c'est en matière de sécurité civile. Et le Haut-Commissariat coordonne les mesures qui sont prises en liaison avec tous les partenaires, avec le pays. La ministre était là, elle s'est déplacée tout de suite pour cela. Parce que c'est le Haut-Commissariat qui est doté des moyens de coordonner ces actions, mais chacun a sa responsabilité. Il n'y a pas une seule structure qui travaille, c'est un travail de partenariat, comme dans beaucoup de dossiers. Et d'ailleurs, je crois que tout le monde a communiqué. On a entendu le représentant de DT, le ministre. Sauf la TEP. Oui, sauf la TEP, mais ça, bon, je ne sais pas pourquoi. Mais tout le monde a communiqué. Je crois qu'il ne faut surtout pas poser la question de cette façon. Parce que nous avons tous une obligation, c'est assurer la sécurité des Polynésiens. C'est ça qui est important. Merci, monsieur le haut-commissaire, pour ces premières réponses. En lien avec cette actualité, Arayatea, cela fait 2 semaines que la ville de Uturua fait face à des coupures d'électricité successives dues à un incident technique. Cette ville a choisi, vous le savez, d'être indépendante en ayant sa propre centrale électrique. Mais aujourd'hui, Sylviane Teruatea dénonce l'absence de réaction de la part du pays et de l'État. On l'écoute. Hier, EDT a subi une coupure d'électricité de 4 heures. Une cellule de crise de l'État a été mise en place pour 4 heures de coupure. Il n'y a pas d'équité dans ce pays. Pourquoi moi, une collectivité de l'État, puisque la commune c'est une collectivité de l'État, pourquoi l'État n'est pas venu au secours de Uturua ? Et pourquoi le pays n'est pas venu au secours de Uturua ? Alors moi je dis vraiment qu'il n'y a pas d'équité dans ce pays. Monsieur le haut-commissaire, qu'est-ce que vous répondez à Sylviane Teruatea ? Est-ce qu'il y a réellement un manque d'équité dans ce pays ? Est-ce que les îles sont oubliées ? Alors les îles ne sont pas du tout oubliées, tout d'abord. Je voudrais répondre à Madame la maire, parce que j'ai eu connaissance de son intervention ce matin. Il y a des problèmes de production d'électricité dans sa commune. On n'est pas du tout dans le même cas, c'est un problème de distribution d'électricité. Il y a eu des délestages dans sa commune, c'est-à-dire des parties de sa commune qui ne pouvaient pas être approvisionnées en électricité. Et d'ailleurs, elle a demandé de l'aide au pays certainement et aux services de l'État. Et les services de la subdivision ont répondu, notamment on l'a aidé, sur un point très particulier, c'était pour fournir de l'électricité sur l'hôpital. On s'est mis en relation avec EDT pour que la commune puisse avoir un groupe électrogène. Et d'ailleurs, nous avons reçu une lettre ce matin de Madame la maire nous remerciant pour cette intervention. Donc,
Je ne dis pas qu'on a apporté des réponses totales sur tout ce sujet, mais on s'occupe de la même façon de l'ensemble des habitants de Polynésie. Qu'il s'agisse d'habitants qui sont à Tahiti ou qui seront dans l'atoll le plus éloigné du territoire. Donc on apportera cet appui et j'en parlerai à Madame la maire, avec elle. Merci. Nous poursuivons avec la prise en charge médicale dans les îles éloignées. 32 800 EVASAN inter-îles ont été réalisés pour un montant d'1,750 milliard de francs pacifiques en 2018. Après le décès du nourrisson à Uapau, des interrogations surgissent. Qui détient la compétence en matière d'évacuation sanitaire? Difficile de savoir quel est le rôle du pays et celui de l'État. Nous tâchons ce soir d'en savoir plus avec Caroline Fary et Tehaunui Vernoudon. En Polynésie, le pays est compétent en matière d'évacuation sanitaire. L'État n'intervient qu'en dernier recours. Sur les 600 EVASAN effectués chaque année, 80 à 100 sont opérés avec les moyens de la Marine nationale. En cas d'urgence médicale dans les îles éloignées, c'est d'abord le SAMU, coordonnateur des opérations, qui décide des moyens à mettre en œuvre. Des moyens avant tout privés, tels que ceux de la compagnie Air Archipel. Mais si la compagnie n'est pas disponible ou ne peut pas intervenir sur les îles trop isolées, on fait alors appel à l'État au travers de la Marine nationale. En l'occurrence, une flotte composée des avions CASA, des hélicoptères Dauphin et des Falcon Guardian. Une situation unique pour un territoire grand comme l'Europe. Les services de l'État enregistrent cette année plus d'une centaine de missions, dont 72 EVASAN. Monsieur le commissaire, suite à ce malheureux événement survenu aux Marquises, les services de l'État ont été beaucoup critiqués. On a bien compris que les évacuations sanitaires étaient donc de la compétence du pays. Mais comment réduire cette fracture sociale quand l'égalité réelle est un discours martelé par le pouvoir central? Oui, l'égalité réelle est plus qu'un discours, ça doit être une réalité, c'est le terme. Et on ne peut qu'être choqué, touché par le décès d'un bébé ou tout autre problème qui pourrait intervenir de ce type. Alors ici, en Polynésie, cela a été très bien dit d'ailleurs dans ce reportage, la compétence en matière d'évacuation sanitaire est celle du pays. Alors, citer le chiffre 35 000, c'est du transport sanitaire. Les évacuations sanitaires, j'insiste sur ce chiffre, ça représente à peu près 600, c'est-à-dire lorsqu'il y a vraiment des problèmes de santé urgents à traiter. Et cela se fait, ces évacuations se font généralement vers des îles, vers l'hôpital de Tahiti, au moyen d'avions civils. C'est les avions d'Air Archipel, dans la plupart des cas, sont des Beechcraft, qui permettent de faire ces évacuations. Et on fait appel aux moyens de l'État lorsqu'il y a des difficultés pour mobiliser ces avions. Lorsqu'il y a des pistes, par exemple, ou lorsqu'il y a une évacuation à faire de nuit sur des pistes qui sont un peu plus difficiles à pratiquer. Donc on utilise les moyens de la marine, de l'aéronavale. Donc en fait, là, c'est les moyens du Pacifique qui ont été décrits, mais il y a 2 hélicoptères Dauphin, il y a deux gardiens qui sont toujours mobilisés en permanence et 2 avions de transport dits CASA. Donc on les mobilise, ça représente à peu près 70-80 évacuations qui sont faites par les moyens d'État. C'est ça la répartition. Alors je crois que tout ce système peut être perfectible, bien évidemment. Il y a des attentes, je suis allé aux Marquises il n'y a pas très longtemps. On a beaucoup parlé, j'ai parlé avec les élus, beaucoup parlé de ces problèmes d'évacuation sanitaire. Le président Fritsch a décidé de faire une petite commission d'enquête sur ce sujet. Ça, je crois que c'est nécessaire. Et nous participerons d'ailleurs à ces discussions. L'État participera à ces discussions. Je vais avoir bientôt des contacts avec les représentants de l'Assemblée de Polynésie pour voir comment améliorer cette situation. Mais d'ailleurs, je tiens à dire une chose quand même en complément, c'est que même si on avait envoyé un hélicoptère Dauphin, comme cela a été dit, l'hélicoptère Dauphin, il faut 8 heures pour aller C'est expliqué. Mais est-ce que la prise en charge des urgences ne devrait pas être une priorité de service public de santé financée au titre de la continuité territoriale, comme c'est le cas en métropole? Oui. La question, c'est de disposer des moyens matériels pour procéder à ces évacuations. Et c'est vrai que c'est plus compliqué dans certains archipels, parce qu'avant déjà d'évacuer sur Tahiti, il faut faire un premier transfert, souvent, et c'était le cas, vers l'hôpital de Nuku'hiva. Donc là, l'enquête va porter sur les conditions dans lesquelles la détection, je dirais, des problèmes de santé de ce bébé, comment cela a été détecté. Et ensuite, il faut voir quels seraient les moyens les plus appropriés pour
je dirais, assurer la plus grande sécurité possible sur ces territoires. Est-ce que c'est un hélicoptère? Est-ce qu'il y a d'autres moyens également maritimes à mettre en œuvre? C'est toute cette question sur laquelle il faut travailler, parce qu'il faut avoir une réponse globale. Par-delà ce cas humainement horrible, il faut qu'on ait une réponse globale sur cette organisation. Et ça concerne le pays, mais aussi l'État, il faut le dire, parce qu'on intervient également. Et c'est pour ça qu'on mobilise des moyens. On dit les moyens sont des moyens militaires, mais qui travaillent pour l'essentiel sur des missions de service public. Ici. Et justement, vous parlez de moyens. Depuis 2010, la Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer demandait de l'aide au pays et à l'État pour investir dans des vedettes sanitaires et d'assistance maritime pour les marquises. Justement, un coût estimé à 100 millions de francs pacifiques. Est-ce que c'est trop cher? Est-ce qu'une vie a un prix, monsieur le haut-commissaire? Oui, on ne peut pas parler du prix d'une vie. Ceci dit, on a des moyens matériels à mobiliser. Il y a des choix, quand je parlais de réponse globale, justement, sur les marquises ou ailleurs, sur d'autres parties de notre territoire, il s'agit d'étudier quelle doit être l'organisation de ces moyens. Par exemple, prenons le cas toujours des marquises, il y a le groupe des îles du Nord, le groupe des îles du Sud, il y a une navette administrative qui existe dans les îles du Sud. Le pays travaille aussi sur la question d'une navette sur les îles du Nord. Il y a la question de l'hélicoptère, il y a aussi la question du sauvetage en mer, parce que lorsqu'on parle d'un moyen, le projet auquel vous faites allusion a beaucoup évolué au cours des derniers mois. Il est parti d'une navette, je dirais, de transport de personnes malades ou blessées vers une vedette de sauvetage style ce qu'on appelle SNSM, comme en métropole, soutien de sauvetage en mer. Ce sont des vedettes tout temps qui peuvent aller récupérer des personnes en difficulté en mer. Donc on a à la fois la question des évacuations sanitaires et celle du sauvetage en mer. Il ne faut pas tout mélanger. Il faut qu'on ait une étude très précise sur ces sujets. Et c'est un travail qui se fait régulièrement d'ailleurs. Il y a des échanges très réguliers sur ces sujets parce qu'on est confronté quotidiennement à des problèmes de ce type. Quand il faut décider d'envoyer un dauphin pour procéder à des évacuations, à un sauvetage, quand il s'agit d'envoyer un gardien pour évacuer une personne, ce sont des questions qu'on se pose quasiment au quotidien. Vous l'avez dit, c'est 110, 115 à peu près interventions de sauvetage pour l'État par an. Nous attendrons donc la fin de la commission d'enquête administrative lancée par le pays. Nous en venons à présent au sujet de la sécurité routière. Pour sensibiliser un maximum de jeunes conducteurs, le gouvernement lance une campagne dans laquelle ils pourraient se reconnaître. Des courts-métrages sur un temps volontairement décalé vont être diffusés. Objectif, réduire le nombre de morts sur les routes. Mario Leroy, Hubert Yao. Tu connais pas le passage piéton, trottoir et compagnie? Tu sais quoi? Je vais t'aider. De l'humour pour parler de choses sérieuses. Trop de morts, trop de jeunes accidentés sur nos routes cette année. Le gouvernement entend à travers ces nouveaux spots toucher directement la jeunesse. On a recentré sur des séries où les jeunes, d'après nos statistiques, vont plus facilement. Et donc c'est à travers ces acteurs d'aujourd'hui que nous estimons pouvoir faire passer plus facilement des messages qui correspondent à la sécurité. Reprenant le code des vidéos Internet ou surfant sur les succès des séries télévisées, ces mini-séries et ces blagues seront dans un premier temps diffusées en télévision avant d'être déclinées sur tous les nouveaux supports vidéo. Le temps léger n'empêche pas le sérieux du message. On a composé ensemble les scénarios et puis on s'est rendu compte que le message passait petit à petit. Et à l'inverse d'une image choquante, l'image choquante est marque dans le temps. Et vu qu'on est dans une génération de divertissement, le public visé va courir vers le divertissement. Peu importe, moi, même si j'ai des images choquantes, ça ne m'empêche pas de faire le fou sur la route. Le principal public trouve le concept intéressant. Ça fait réfléchir à tout le monde en fait, mais d'une façon différente. Ça nous marque plus l'esprit en rigolant plutôt qu'en prenant tout ça au sérieux parce que après ça dépend mais... Moi je dirais non parce que déjà l'humour ça fait rire et d'un côté t'as pas vraiment envie d'y croire, tu penses que c'est pour blaguer mais après d'un autre côté ça te fait quand même réfléchir. Et on parlera sécurité routière. À cette date, le sinistre des comptes des victimes de la route affiche déjà 3 morts de plus que l'an passé.
Monsieur le commissaire, la sécurité routière est le véritable cheval de bataille des autorités. Le ministère de l'Équipement lance donc une nouvelle campagne de prévention basée sur l'humour. Le commissariat avait misé sur des messages chocs en novembre 2018. Cela n'a pas payé puisque le bilan est toujours négatif. Qu'est-ce qui fonctionnera le mieux selon vous? Alors, il n'y a pas de remède, je dirais, solution miracle. Il faut d'abord qu'on soit tous mobilisés en la matière. On l'a dit, le pays, les communes, l'État, les associations, il faut tous se mobiliser. Alors, il y a quand même des résultats, parce que le bilan est un peu nuancé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'accidents et beaucoup moins de blessés. Il y a 34% de moins d'accidents et de blessés. Là, on est sur 92 accidents depuis le début de l'année. Par rapport à la même période de l'année dernière, il y en avait à peu près un peu plus de 130. 27 morts. Oui, toujours. donc et le blessé, c'est la même chose. Il y a 34% de blessés en moins. Par contre, le nombre de tués continue à augmenter. Et ça continue à augmenter parmi les jeunes. En 2018, il y a eu la moitié, sur 36 tués, il y a eu 18 accidents de roue qui impliquaient pour l'essentiel des mineurs. Et on retrouve toujours les mêmes problèmes de comportement en la matière. C'est des problèmes de conduite en ayant consommé de l'alcool. Ça, c'est un problème très, très, très net. Puis c'est aussi des problèmes de comportement sur la route. La route, c'est un espace partagé où tout le monde doit respecter l'autre, où on doit pouvoir circuler en sécurité. Donc il faut continuer à faire passer ces messages de sécurité. On l'a fait notamment au travers des journées de la sécurité intérieure, où on a fait venir beaucoup de jeunes. Alors ce n'est pas une fois dans l'année. Cette action auprès des jeunes, le pays le fait, les services de l'État le font également. C'est tout au long de l'année que cela doit être réalisé. Parce que passer par les jeunes, c'est un bon moyen aussi d'influer sur cela a été beaucoup dit, mais d'influer sur les parents. Si on dit « papa, maman, fais attention, il faut boucler la ceinture », parce que souvent c'est ça les morts. Je parlais de l'alcool, mais c'est aussi ne pas boucler sa ceinture à l'arrière, c'est transporter un jeune enfant sur un scooter en troisième passager devant. Ce sont des comportements à risque. Et ça, il faut en prendre conscience. C'est très difficile en Polynésie ou ailleurs. D'ailleurs, c'est un problème de comportement quotidien sur lequel il faut pouvoir faire pression, pour faire comprendre. Alors que ça soit l'humour, que ça soit la dramatisation de l'accident, je crois qu'il faut utiliser tous les moyens. C'est le message qui est important. Oui, c'est le message. Merci. Au chapitre judiciaire, nous allons revenir avec vous. Juste après ces images, les 6 individus, dont une femme interpellée hier, ont été présentés au juge des libertés et de la détention cet après-midi. Comme l'ont dévoilé nos confrères de Tahiti Info, ces arrestations font suite à une enquête préliminaire menée par la brigade de recherche de FAA depuis le mois d'avril dans le cadre d'un trafic d'ice. Au cours des perquisitions menées, les enquêteurs ont trouvé 15 millions de francs, dont la plus grosse partie était enterrée dans un jardin à Auréa, mais également 4 armes et 50 grammes d'ice. Ils seront jugés en comparution immédiate lundi. Monsieur le haut-commissaire, un mot sur cette nouvelle interpellation. 6 individus arrêtés, 15 millions de francs saisis avec 4 armes. Nouvelle preuve que des armes à feu circulent en Polynésie. Est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer la législation en vigueur, selon vous ? Ça, là aussi, il faut utiliser tous les moyens possibles. D'abord, on voit le travail qui est mené par les services de la gendarmerie ou de la police d'ailleurs en matière de trafic d'ice, parce que ça doit être aussi une de nos préoccupations majeures. C'est une des priorités. On parlait de sécurité routière, mais la lutte contre le trafic d'ice, c'est une priorité, parce que ça mine notre jeunesse, cette drogue, ça crée des dysfonctionnements très importants dans notre société, dans notre environnement, et il faut lutter résolument. Et il y a eu au mois de septembre 5,5 kg d'ice qui avait été également saisi. Donc ce travail continue, parce que cette consommation, ce trafic prend de plus en plus d'importance en provenance des États-Unis. Donc il faut... Alors, il y a quand même eu, en 2018, lorsqu'on regarde le bilan, il y a eu 32 affaires qui ont été judiciarisées, je crois, pour à peu près 120 personnes mises en examen ou d'ores et déjà condamnées. Donc, il y a une réponse judiciaire qui est apportée en la matière, parce qu'il doit y avoir aussi des sanctions. Bien sûr, pour les trafiquants, il faut être sans pitié, je dois dire, en la matière. Mais il y a aussi un travail de prévention qu'il faut mener. Je voudrais insister sur ce volet. J'aurai l'occasion aussi, dans le courant du mois d'octobre, avec le président du pays, avec le procureur général aussi, de travailler sur ces sujets pour voir comment, en matière de prévention, avec les associations, avec les collectivités,
on peut aussi fournir un appui pour essayer de dissuader des jeunes, parce que notre public cible doit être la jeunesse, pour éviter qu'ils ne tombent dans cette consommation de drogue. Donc les moyens de l'État, là aussi, sont mobilisés, mais c'est un travail aussi en partenariat. Vous m'entendez ce soir beaucoup parler de travail en partenariat dans les différents sujets que nous avons évoqués, parce que c'est une nécessité. Les Polynésiens, ils ont besoin d'une réponse coordonnée, concertée, entre les différentes autorités publiques. Et la vente d'armes, vous ne vous êtes pas Alors la vente prononcé. d'armes, c'est un sujet parce que c'est un petit peu nouveau. Enfin, il y a déjà eu des armes, bien sûr, saisies ici en Polynésie. Mais c'est vrai, dans une affaire de drogue comme ça, c'était plutôt nouveau d'après les premiers éléments dont j'ai pu avoir connaissance. Et c'est un point de vigilance, d'ailleurs, sur tout notre territoire national. C'est éviter qu'il y ait des trafics d'armes. Alors, il y a des opérations qui ont pu être faites, rendez les armes aussi, ça a été fait dans d'autres territoires. Il faudra certainement aussi explorer ces différentes voies. Un mot de politique à présent, Monsieur le Commissaire, sur la demande de désinscription de la Polynésie de la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Edouard Fritsch l'a demandé cette semaine. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez normal que la France soit absente des débats? Et la France n'est pas absente des débats. Le président Fritsch s'est exprimé, à juste titre, a demandé le retrait de la Polynésie de la liste des territoires à décoloniser. Pourquoi? Parce que la Polynésie bénéficie d'une autonomie, un statut qui lui donne cette autonomie en termes de décision sur un certain nombre de domaines. Et les Polynésiens se sont exprimés lors de différents votes pour, reconnaissant toute la pertinence et la réalité de ce statut. Donc la avec majorité. se suffit à elle-même à l'ONU? Non, elle ne se suffit pas à elle-même, parce que la France mène une action en la matière sur ce sujet, mais la France ne reconnaît pas non plus le vote tel qu'il a été fait, inscrivant la Polynésie sur la liste des territoires décolonisés, parce qu'il n'y a pas eu, ça a été fait à la demande de 3 pays, mais il n'y a pas eu véritablement de vote saisissant le comité dit des 24 de ce sujet, qui est l'instance des Nations Unies qui travaille sur cette question. Donc les choses sont claires pour la France. La Polynésie n'a pas à être sur la liste des territoires à décoloniser. Merci beaucoup, Monsieur le Haut-Commissaire, d'avoir accepté notre invitation ce soir.